pour être riches, il faut qu'ils aient tué une certaine quantité de personnes. C'est Molière qui le disait dans Le Malade imaginaire, publié en 1673, un livre qui a été traduit en plusieurs langues et qui reste d'actualité, puisque ceux-là qui pourtant étaient en train de briller sont en train de nous montrer le côté hideux de leur visage, de ce qu'ils peuvent avoir dans la noirceur de leur cœur, et surtout de voir jusqu'où l'incarnation du diable. L'immeuble est quand devenu immeuble de sang où Satan fait sermon sous l'ombre du crucifix et a sacrifié tel Jésus crucifié, mais surtout terrorisé Martinez Zogo. Le chemin de croix a été très difficile, très long, lorsqu'on voit le récit. L'immeuble des camps, qui pourtant voulait être une fierté pour une tribu, fait actuellement honte, gardé par les forces de sécurité qui sont en train non seulement de multiplier des perquisitions, mais de se rendre compte de l'horreur des malfaiteurs qui ont eu à transformer cet endroit-là en cité démoniaque luciférienne. Plusieurs perquisitions, une enquête avec beaucoup d'interrogations et aussi beaucoup de manipulations depuis l'arrestation de celui qui se voyait tout puissant plus qu'un président de la République, Jean-Pierre Amougou Belinga. Eh bien, ces apôtres, aussi débiles soient-ils, n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient être inquiétés. Parce qu'on le voyait tout puissant, super puissant, plus que le président, et le voyait toujours innocent parce que lui, il a de l'argent. Et quand on a de l'argent, on est blanc. Et ceux qui vous critiquent deviennent jaloux parce que eux, peut-être, ils n'ont pas des mains trempées dans le sang. C'est donc avec cet argent qu'on a aussi acheté les escadrons de la mort. C'est avec cet argent qu'on a aussi acheté les communicateurs menteurs. C'est aussi avec cet argent qu'on a pu totalement mettre tout un pays dans la torpeur, plonger le Cameroun dans l'horreur. La mort de Martinez Zogo montre donc un autre côté de notre pays, ce côté que nous avons toujours eu à dénoncer, et où ceux qui faisaient le pillage, ceux qui tuaient les innocents, se faisaient acclamer comme des sauveurs. Lui, sous couvert de l'épithète d'être des patriotes, brandissant les portraits de Paul Biya derrière leur bureau, se cachant avec des titres aussi ronflants que néants de vauriens, ceux-là se sont tissés des couronnes et se sont dit qu'ils pouvaient en toute impunité mettre fin à la vie de n'importe qui. La justice était à eux.
La justice, c'est pour eux. Et ils ont utilisé la justice contre les autres, contre les innocents et surtout contre Martinez Zogo, tué, abattu comme un blaireau, traîné comme un zozo, puis pour nous prouver qu'il était zéro. Mais Martinez Zogo, aussi, aujourd'hui, est en train de montrer jusqu'où cela qui était perché si haut pouvait descendre si bas grâce à la loi du karma. Et cette loi du karma, nous la vivons aujourd'hui puisque c'est le bas peuple qui est presque subitement dans l'euphorie. L'euphorie de voir une justice arriver enfin à vaincre ceux-là qui s'étaient déjà octroyé des pouvoirs surnaturels. C'est ce bas peuple aujourd'hui qui crie vengeance. Pas parce qu'il déteste quelqu'un, mais parce qu'il a été longtemps piétiné, parce qu'il a été longtemps maltraité, parce qu'il a été humilié et parce qu'il a perdu sa dignité. Lui, on a pu voir Jean-Pierre Amogo-Belinga, d'un claquement de doigts, faire venir dans sa tour de Babel toutes les belles, mais aussi tout cela qui pouvait représenter la loi de notre pays pour humilier un journaliste. Des journalistes déchaussés et puis souvent amenés dans ces sortes de camps de concentration avant d'être jetés en cellule. Oui, et il y avait des grands reportages avec surtout ce tam-tam et celui-là qui avait cette poésie ronflante et parfois lancinante et qui, pour essayer d'être épatante, alignait toutes sortes de mots bibliques, angéliques, pour montrer que son patron méritait d'être vénéré avec Dieu. Et puisqu'il s'appelait Biya, lui croyait qu'il avait aussi l'onction de Biya. Oui, plus de grands reportages. Tout s'est éteint. Et pourtant, c'est en ce moment-là que le monde entier attendait le grand reportage de celui qui se faisait appeler comme le pape des médias parce qu'il a bâti sa forteresse pour humilier les autres. On avait vu dans cette chaîne-là le docteur Fouda complètement nu, déshabillé, et puis un reportage qui passait à la télé en plein journal de 20 h pour dire que la nature et Dieu ne l'avaient pas gâté. Malgré cela, personne ne pouvait arrêter cette chaîne de télé-là. Le CNC était pratiquement sous ses bottes. Et même Peter Essoka qui avait tenté de vouloir s'opposer, que ce n'est pas ça dans l'éthique, la déontologie journalistique. Peter Essoka fut lui-même condamné d'avoir condamné cette chaîne-là. Et finalement, c'est 6 mois de prison qu'il avait récolté, plus 2 millions d'amendes à payer à un voyou qui faisait le chantage à toutes les personnalités et qui d'ailleurs continue à le faire même dans son trou. Tout le monde était donc à genoux puisqu'il était le seul qui, depuis 2006, pouvait faire sortir une liste des 50 homosexuels du Cameroun, dont les ministres de Paul Biya. Et même quand on devait le condamner, lui ne pouvait jamais être arrêté parce qu'il était tout puissant. Et lui, il raillait tout le monde. Il gérait la gendarmerie. La police, la justice était à lui. Et puis, il n'avait jamais imaginé
que justement ceux-là qu'il appelait pour être de son côté, qu'il payait avec l'argent du contribuable camerounais, que c'est ceux-là qui allaient l'arrêter. Oui, Jean-Pierre Amouk-Belenga, j'étais arrêté par la gendarmerie. Alors là, et où est-ce qu'il est conduit? Au groupement, à Yaoundé, au lac. Vous vous souvenez? C'est dans ce groupement-là de gendarmerie que lui, il suffisait d'appeler son ami, qui était le patron là-bas, Bomba Yéné. Le colonel Bomba Yéné se mettait à genoux et appelait Jean-Pierre Amouk-Belenga à vos ordres, chefs. Parce que Jean-Pierre Amouk-Belenga lui donnait un marché de 400 millions au niveau de la DSP, 176 millions, puis 200 millions. Lui avait permis de construire une merveilleuse cité à Mbane et aussi une merveilleuse résidence à Ahala. Et quand il arrivait là, tous les gendarmes, tous les officiers supérieurs se mettaient au garde à vous. Chef, 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 chef. Tout le monde était au pas pour Amouk-Belenga. Et quand il venait s'asseoir, il y avait même des lieutenants qui venaient essuyer ses chaussures. Et quand il partait de là, eh bien, il distribuait quelques millions pillés dans les caisses de l'État. C'était ça. Avant. Et puis, vint ce jour-là. C'est 6 février 2023, où les mêmes gendarmes étaient venus chercher cet homme qui était déjà entouré de gardiens de prison. Les gardiens de prison furent eux-mêmes transformés en prisonniers puisqu'on les avait désarmés. Les gardiens de prison eux-mêmes étaient déjà en fuite. Et puis tous ceux qui étaient autour de lui, qui croyaient qu'ils étaient si puissants, ils avaient pris le Sissongo en commençant par son propre chauffeur qui lui jurait honneur, fidélité et soumission. Il avait pris une violente tangente en disant, mon golo, ce type-là, oui, avait renié son patron. Et son patron qui pourtant jouait le coq de la basse-cour, voyait subitement sa poule de Mélissa pleurnicher, lui avec cet instant où on voit finalement l'homme qui déchaussait les autres se faire déchausser. Arrivé là-bas, eh bien, première des choses, M. Amouk-Belenga n'avait plus de bijoux, plus de montres, plus de ceinture, plus de chaussures. Entrez là-bas. Et voilà Jean-Pierre Amouk-Belenga dans la cellule. Et dans cette cellule-là, il se retrouve avec son serviteur. Celui-là qui, bien évidemment, était devenu son successeur, qui savait qu'il allait continuer à gérer le grand héritage des médias, comme le directeur de tous les médias, et qui se retrouve là, avec son patron, lui aussi pieds nus, en train de pleurer déjà. La morve, coulant des narines, allant dans sa bouche, bavant. Oui, Ducky Duck venait de comprendre qu'il n'avait que la valeur d'un canard boiteux, qu'il n'était pas courageux, et que ce trou-là n'était pas ce qu'il pouvait penser. Il venait de réaliser pour la première nuit ce que voulait dire une vraie cellule. Pour dormir,
Amugobelinga, que vous connaissiez avec les toits des rats, grondant les chefs d'État, commissaires de police et autres colonels. Pas de matelas. Sur le ciment. Et de ce quoi il n'y a même pas de carreau là-bas. Amugobelinga dormi par terre. Pas d'oreiller. Et il y avait juste quelques bouteilles d'évian que les autres prisonniers recevaient souvent. Donc vous partez à côté, juste dans la même cellule. Là, il y a un petit robinet. Vous remplissez de l'eau. Lorsque vous finissez de remplir dans les bouteilles, c'est là où le PDG de Vision 4 du groupe Anecdote, notre futur président ou futur ministre de la communication, a donc posé la tête. C'était ça son oreiller. Daffydor de l'autre côté, il était en train de transpirer. Parce que là-bas, il n'y a pas de climatiseur. On ne connaît pas la différence entre le jour et la nuit. Juste un tout petit trou vers l'autre côté qui laisse entrer un peu d'air. Là-bas, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit puisque la porte ressemble à celle du Vatican. Bim bim! La Cinzala. Voilà Jean-Pierre Amugobelinga, sans téléphone, sans rien, en train de pleurer lui-même. Ouais, 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 ok, ouais, oh yo, ouais. Amugobelinga, toute la nuit, n'avait pas dormi. Pendant ce temps, un concert de moustiques s'abattait sur lui. Parce que là-bas, dans cette cellule-là, même quand il fait froid, la température est à 35 degrés. C'est-à-dire c'est une température qui devient volcanique, magmatique. Le genre d'enfer qu'on vit sur Terre. Et surtout, vous avez un concert de moustiques les plus gros de la Terre, puisque à côté, il y a le lac. Le lac qui élève beaucoup de moustiques. Et à côté, il y a Mokolo. Donc, tout le contingent de moustiques les plus puissants de Yaoundé viennent là avec leurs dents, comme ça, là, comme Dracula, décider à venir prendre du bon sang, puisque eux-mêmes, c'est des buveurs de sang aussi. Donc, entre eux, buveurs de sang, on s'entend et on se ravitaille, puisqu'ils sont là comme de la bonne viande, toute fraîche, qui peut nourrir des moustiques. Puis, un jour, une nuit, 2 nuits, pendant ce temps-là, Amugobelinga ne comprend pas toujours ce qui lui arrive là. Juste un petit drap, rien de plus. Et voilà Sarah, maman Sarah qui arrive, avec sa démarche et son ventre en accordéon, autant pour moi, qui vient magistrate hors hiérarchie. On la rafraîchit. Calme-toi. On ne le voit pas quand on veut. On le voit quand le petit chef à côté donne des instructions. Ah, voilà Amugobelinga dans une toute petite pièce. Puisque là-bas, il y a 2 cellules. Derrière, une cellule pour femmes, une cellule pour hommes. À l'intérieur, pour ceux qui doivent maintenant descendre en prison, il y a une autre cellule. Mais pour Amugobelinga, on l'envoie en enfer pour travailler son mental, son moral. 2e soir, Amugobelinga n'est toujours pas entendu. Il commence à parler la langue de Martinez Zogo. Pourtant,
Ce monsieur-là n'a jamais parlé ni Manguissa ni Eton. Martinez Ozoko sort de ce corps, mais non, il est là. Il est en train de hanter leur nuit. Et chaque minute qui passe, ils ne parviennent plus à dormir. 3e jour, ils n'en peuvent plus. Ils sont épuisés. Et parce que justement au groupement, on ne reste pas longtemps, eh bien on fait le changement de cellule. Cette fois-ci, on monte encore peu plus de grade. Direction le CED. Quand on va au CED, mesdames et messieurs, cela veut dire qu'on est déjà en train de jouer la Champions League de la souffrance. Rien ne peut dépasser ça. Je peux vous le dire, moi-même j'ai connu une aventure au CED, puisque quand ils m'ont arrêté pour m'envoyer en prison, eh bien, ils m'ont d'abord gardé au CED, sur ce ciment-là, où vous ne connaissez pas aussi la différence entre le jour et la nuit. Là-bas, il n'y a pas de cellule VIP. Et personne, qui que tu sois, ne vaut rien. Absolument rien. Je n'ai passé qu'une seule nuit. C'est là où j'ai compris que je parlais pidgin. Et pourtant, je n'avais jamais parlé pidgin. J'étais soulagé d'aller à Kondengi. Parce que là-bas encore, tu peux dire ouf. Au CED, justement, c'est cet endroit-là où le secrétaire général de la présidence de la République, ancien secrétaire, le tout-puissant Edouard Titus, a perdu sa vue. Ndondon, qui était le tout-puissant du FECOM, qui distribuait de l'argent à tout le monde, que tout le monde appelait justement Monsieur le Président. Il a découvert le CED. Ababa Pouégarbe, le ministre des Finances, il a découvert ce que c'est que le CED. Michel Thierry Atangana peut vous dire, lui qui actuellement est à Paris, ce qu'il a vécu au CED. Au CED, c'est le haut niveau de la souffrance. Au CED, c'est l'humiliation suprême. Quoi que vous soyez, lorsque vous sortez de là, vous ne valez plus rien. Lorsque vous sortez de là, toutes vos nuits sont tourmentées. Et là, à Mugbelinga, ou encore Daffy Duck, ne sont pas encore au bout de leur parcours. Puisque justement, arrêtez lundi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis, au moment où beaucoup annonçaient peut-être une audition, et d'autres faisaient ceci, tout cela n'était que une fois de plus de la manipulation. Puisque jusque-là, on continuait à le torturer mentalement, moralement, psychologiquement. C'est en ce moment-là que le commissaire du gouvernement a prolongé la garde à vue. Garde à vue, bien évidemment, les juristes peuvent s'offusquer, avec bien évidemment ses avocats, qui peuvent dire que mais non, cette garde à vue n'est pas méritée. Beaucoup nous ont dit que, attendez, il ne va même pas passer une journée là-bas. Il ne peut même pas passer 2 heures là-bas parce qu'il est tout puissant. Mais non, on se rend compte plutôt que la garde à vue, c'est justement ce que l'on appelle une série qui n'en finit pas.
lorsqu'on commence à vous les renouveler, commencez à imaginer que vous allez rester longtemps. Même si vous faites semblant un jour de sortir, sachez que c'est terminé parce que l'épée pèse sur vous. Et d'ailleurs, à quel moment allez-vous sortir de là? La garde à vue, dans le cas d'espèce, on peut dire ce qu'on veut, mais le Code de procédure pénale du Cameroun, en son article 118, bien évidemment, peut déterminer ce qu'on peut appeler la garde à vue. Dans l'alinéa 2, la garde à vue s'adresse à des personnes qui peut-être n'ont même pas de résidence connue en ce qui concerne une enquête préliminaire. Je dis bien une enquête préliminaire. Mais cette garde à vue, bien évidemment, peut aussi concerner des personnes soit qui ont commis un crime ou dans le délit flagrant, ou encore lorsqu'il y a des indices concordants et graves. Ceux qui nous ont dit que Jean-Pierre Amougou Belinga est donc innocent peuvent déjà fermer leur bouche. Parce que s'il n'y avait aucun indice concordant, au terme de la procédure, de ce qu'on appelle le Code de procédure de 2005, eh bien, Jean-Pierre Amougou Belinga aurait tout autre été en garde à vue pendant 24 heures ou 48 heures. Puisque justement, l'article 19, alinéa 2 de ce Code de procédure pénale dit que, eh bien, on peut renouveler une garde à vue une fois, et ça c'est le procureur qui le fait. Mais il y a des gardes à vue qui peuvent être longues, exclusivement lorsqu'il s'agit du terrorisme. C'est pour cela qu'on les garde parfois 15 jours et on les renouvelle. Mais en ce qui concerne donc une affaire comme celle-ci, lorsqu'on voit déjà un renouvellement une fois ou bien 3 jours, si on est un grand supporter, il faut commencer à faire les pleurs du mbolet. Parce que ça ne sent pas bon. Cela veut dire qu'il y a des éléments concrets, concordants, des indices que les enquêteurs ont. Et parlant de ces indices, bien sûr, les gens vont nous dire qu'ils n'ont rien contre Jean-Pierre Amougou Belinga. Et pourtant, on se rend quand même compte que il y a une déposition qui a été faite par le lieutenant-colonel Justin Danoué. Et beaucoup ont cherché à vouloir manipuler les populations dans la journée du mercredi. Et ils se sont dit que oui, le lieutenant-colonel Danoué, pendant la confrontation, a reconnu que les éléments n'étaient pas probants, qu'il avait menti, qu'il a désisté. Et c'est Maître Charles Nguini qui envoie justement aussi cet élément-là pour essayer de faire dans la manipulation de l'opinion. Bien sûr que c'est une entorse grave, parce que c'est une fausse information, c'est une fake news. Jamais Justin Danoué n'a eu assez de dire, à se contredire, ou à pouvoir, même à cet instant qu'on disait là, avoir une confrontation avec Jean-Pierre Amougou Belinga. À cet instant-là, Jean-Pierre Amougou Belinga lui-même n'avait pas encore été entendu. Comment donc on pouvait arriver à une confrontation? Zéro confrontation. La manipulation pour essayer de donner du crédit.
à quelqu'un qui pourtant a des liens avec ceux qui ont tué. Justin Danoué, lieutenant-colonel, a bel et bien reconnu les faits. Il a décrit comment est-ce qu'il a conduit les opérations avec une équipe. Une équipe de criminels. Une équipe des gens profitant des attributs de l'État pour se servir ou bien pour servir un roitelet des médias. Justin Danoué a bel et bien déclaré que Jean-Pierre Amougou Belinga était bel et bien là au moment où ils ont capturé Martinez Zogo pour le torturer au sous-sol de l'immeuble Ekan. Justin Danoué a bel et bien dit que Jean-Pierre Amougou Belinga lui a donné des coups et surtout a aussi appelé le ministre Laurent Esso. Quand j'ai eu à annoncer cela, combien de gens m'avaient pris pour un déluré, un lunatique, un inventeur d'historiettes, des contes d'Amadou Koumba, des histoires de 1001 nuits. On a ri de moi. Mais sauf que là, c'est un haut officier de nos services de renseignement, la DGRE, qui le déclare. Sauf que là, justement, c'est Reporters sans frontières qui le confirme. Et pourtant, j'avais annoncé cela dès le 18 janvier. J'avais annoncé comment est-ce que Martinez Zogo avait été tué sous l'immeuble Ekan. Le 17, j'avais déjà annoncé, après son enlèvement. Mais 10 jours avant, j'avais prévenu qu'il sera enlevé. Aujourd'hui, certains peuvent dire, mais attention, où est donc danger? Justement, il y a plein de gens qui sont en fuite. Puisque, lorsque je suis venu, justement annoncer ce qui se préparait contre Martinez Zogo, après une enquête bien fouillée, eh bien, je suis venu parler. Et du coup, Jean-Pierre Amougou Belinga a dû se raviser et a donc contacté ceux-là qui étaient supérieurs que, mais ce plan-là, si on y va, le type qui apparaît là est déjà au courant. C'est pour cela que vous voyez que la filature de Martinez Zogo va plutôt commencer 7 jours avant sa mort. Parce que, à cet instant-là, entre donc en jeu Ekweko, le patron de la DGRE, et bien sûr, le chef des opérations qu'on appelle Danoué. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il faut changer de méthode et surtout, il faut sécuriser un certain nombre de choses. C'est pour cela d'ailleurs qu'on fait venir 2 agents de la DGRE de l'extrême nord. C'est pour ça qu'on va recruter, plutôt, on va aussi recruter quelqu'un au niveau du sud-ouest et l'autre même à l'est, à Yaoundé aussi, pour essayer de constituer rapidement une autre équipe. Et cette équipe-là, lorsque justement ils se mettent à l'actionner, tout montre que tout était préparé et qu'aujourd'hui, ils avaient en tant que professionnels agi en amont. La preuve, c'est que tout le parcours de Martinez Zogo, là où on savait qu'on va l'amener, ils ont débranché des caméras. Et Kweko, le patron de la DGRE, ne peut donc pas dire qu'il était dans l'ignorance de ce complot-là. Puisque Danoué ne pouvait pas, lui qui n'a été nommé que le 31 août 2021 par Paul Biya, il ne pouvait
maîtriser des gens, que ce soit au sud-ouest, recruter des gens au littoral, recruter des agents à tel ou tel endroit, alors qu'il n'est pas le patron. C'est impossible. Deuxième des choses, il y a bien ce que l'on appelle la filature. La filature a été faite avec l'un des véhicules de Eco-Eco. Sans oublier que pour faire cette filature, il faut les instruments d'État. On ne peut pas être directeur du renseignement et dire qu'on n'était pas au courant. Et de surcroît, ces gens étaient logés dans des hôtels. Qui s'occupait d'eux? Comment un patron de la sécurité n'est pas au courant que ces éléments ne sont plus en poste? Là, ils sont affectés, mais qui sont plutôt à Yaoundé. Comment ne peut-il pas être au courant? Dans les éléments d'enquête, on découvre également que Jean-Pierre Amouk Belinga était bel et bien en contact avec Justin Danoui. Ils se connaissent, ils s'appellent. Et ils s'appellent aussi avec Maxime Eco-Eco. On ne peut donc pas dire que ce sont des histoires qui sont inventées. Que c'est un complot qui s'est passé comme ça. Et puis subitement, on va le tuer sous l'immeuble de Jean-Pierre Amouk Belinga. Expliquez-nous ça. Attendez. Beaucoup veulent nous faire croire qu'il y a plutôt une autre main secrète derrière. Mais dites-moi, je suis chez moi. J'ai des gardiens chez moi. Puisque la sécurité de Jean-Pierre Amouk Belinga, la sécurité de son immeuble est assurée par Ranger Security. Tout comme d'ailleurs, ils ont loué d'autres véhicules puisqu'il devait avoir une succession de meurtres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait taire les autres. Ils les tuent. Et l'enquête va révéler encore beaucoup de meurtres qui ont été commis pour l'histoire de Martinez Zogo. Comment donc on peut expliquer que ce sont les gardiens de Ranger Security, puis le papa qui était là depuis, qui subitement a été enlevé, mais que ce soit là-bas encore qu'on aille exécuter Martinez Zogo. Mais au moins, si on nous racontait que Martinez Zogo a peut-être été exécuté dans une maison neutre, dans une maison qui n'est pas gardée, on pourrait s'interroger. Mais on ne peut pas dire que le crime a eu lieu au sous-sol de l'immeuble Écan. Je vous avais déjà dit ça. L'immeuble Écan appartenant à Jean-Pierre Amouk Belinga. L'immeuble Écan étant gardé par les vigiles de la société d'Amouk Belinga. Le cadavre se retrouvant dans le village Eboko 3, qui est le village du chef de sécurité de Jean-Pierre Amouk Belinga, le colonel Nsoué. Mais qu'on se mette à dire que non, en fait, c'est que le complot est tellement fort qu'il y a eu une main, il y a eu peut-être d'autres personnes qui voulaient régler les comptes. Mais attendez, vous ne pouvez pas régler les comptes avec quelqu'un en allant déposer le cadavre, en allant le torturer à tel ou tel endroit. Je vous ai dit comment est-ce qu'il était arrivé avec deux autres individus dans cet immeuble-là. Et je vous ai dit qu'il y a eu une fête chez lui, la nuit-là, où il y avait justement danger, où il y avait Daffy Duck, Bruno Bidjan, où il y avait la magistrate, Sarah Etambi. J'ai donné ces détails. Comment peut-on donc dire, je vois déjà certains dire que non, Bruno Bidjan a seulement envoyé un SMS. Bruno Bidjan ne peut pas être innocent puisque lui-même l'a déclaré, son président, son Dieu, son patron. Dès qu'il lui dit d'entrer dans le trou, il entre. Il a toujours été présent. Que ce soit dans le meurtre de Brian Fombor ou dans d'autres crimes crapuleux. Aujourd'hui, certains veulent nous distraire
C'est la même qui avait déjà déclaré que Martinez Zogo s'est enlevé et qu'il était en train de boire du champagne. Maintenant, ils veulent aussi poser d'autres questions. Pourquoi est-ce que tel connaissait, tel a fait tel? La question est simple. Comment Martinez Zogo s'est retrouvé à l'immeuble Les Camps? Point final. Comment se peut-il que la DGRE n'ait pas été informée alors que moi j'étais informé? Donc vous voulez dire que je suis plus fort que la DGRE? Donc, soit. Dans ce cas, vous me confiez tous les services de renseignement et vous mettez l'autre en prison pour incompétence notoire. Sauf que bien évidemment, je n'en ai pas besoin. J'avais averti. Ceux qui disent aujourd'hui que non, peut-être que J.P. Ngono qui lui a donné l'information. Mais c'est ça le rôle d'un journaliste d'investigation. Mais vous connaissez même le rôle d'un journaliste? C'est mon rôle. Lorsque Kennedy devait être assassiné, c'est un journaliste qui a dénoncé. Il a dit qu'il y a un complot qui est en train de se faire contre Kennedy. Aux États-Unis, les services de renseignement qui étaient bien au courant ont aussi fait semblant d'ignorer. Kennedy a été assassiné. Est-ce que vous avez entendu qu'on interpellait ce journaliste-là? Mais bien au contraire, on a dit que ce journaliste était un héros aux États-Unis. Au Cameroun, tu donnes l'avertissement, tu deviens que tu es le bandit. Tu es avec des criminels, tu es avec ceci et cela. Donc, dès que tu avertis que quelque chose va arriver à quelqu'un, c'est toi qui deviens le problème. Et non ceux qui ont tué, ceux qui ont volé, ceux qui ont martyrisé, ceux qui ont torturé. Vous les laissez et vous cherchez celui qui a averti. Vous lui demandez ses sources de renseignement. Ce qu'on n'a jamais demandé nulle part au monde. Vous voulez recréer l'histoire? C'est moi qui ai construit l'immeuble Les Camps. C'est moi qui ai recruté Danoué. Vous avez entendu dans les auditions le nom de J.P. Ngono sortir de la bouche de Danoué. Justin. Vous avez découvert le nom de Rémi Ngono dans l'audition Elon, qui est le conseiller numéro 3 de la DGRE et qui est proche de Laurent Esso. Non. Parce que eux plutôt surveillaient les informations que j'avais et voulaient absolument tout déjouer. Et Eko a tout fait pour déjouer cela, sachant qu'il n'y aura pas de traces. Ce sont des professionnels. Ceux qui demandent aujourd'hui des preuves. Mais ils peuvent perdre toutes les preuves, d'autant plus que combien de temps ça a pris pour qu'une enquête soit lancée? Combien de temps? J'avais demandé qu'on aille investiguer dans l'immeuble Les Camps, au sous-sol. Depuis combien de temps j'ai demandé ça? C'est maintenant qu'ils s'en vont. Quand toutes les preuves ont été essuyées, effacées, et tout ça. Non. Mais cependant, nous devons tout au moins encourager les enquêtes qui sont en train d'avancer au galop et qui aujourd'hui nous révèlent encore un lot d'arrestations qui pourront être exploitées. Même si l'enquête a été biaisée au départ, même si on a donné toutes les possibilités à Jean-Pierre Amoubellinga de s'arranger à aller cacher de l'argent, là il a acheté certains terrains, là il a enterré, est parti enterrer avec Jean-Claude Foudabeka. Beaucoup dans la commission, ou bien espions dans la commission, a tout fait pour s'aborder cette enquête. Le commissaire divisionnaire, Moïse et Mané Mané. Si l'enquête n'a pas avancé, c'est parce que ce commissaire divisionnaire corrompu est à la solde
de Jean-Pierre Amouk-Bellinga a profité du fait que le délégué général à la Sûreté nationale n'était pas là et c'est lui qui le représentait, qui le représente dans la commission mixte créée par Paul Biya pour tout bloquer concernant cette enquête. C'est lui, justement, qui a retardé les perquisitions. C'est lui qui a pris le temps pour essayer de bricoler l'enquête pour qu'il n'y ait aucun élément probant. Comment peut-on comprendre cela? Que des policiers aussi véreux continuent à protéger des individus. Comment peut-on comprendre que Moïse Emmanuel Mané, qui pourtant a entendu le journaliste Jacques Blaise Ndié le 18 janvier 2023, sur une plainte de Jean-Pierre Amouk-Bellinga, et là-bas, bien évidemment, Jacques Blaise Ndié lui avait donné des éléments sur l'implication de Jean-Pierre Amouk-Bellinga dans l'assassinat de Martinez Zogo et aussi dans son plan de vouloir l'assassiner, d'assassiner d'autres journalistes. Il serait venu avec ce procès verbal, cette audition, pour faire avancer l'enquête. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué ça. Il va avec elle, il dit avec elle, il soulève elle, il ne faut pas, il est d'accord qu'on le touche, il n'y a encore, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. J'espère que l'enquête qui a un peu eu à s'accélérer, que peut-être Paul Biya a compris que c'est la gendarmerie qui devait encore conduire cette enquête. C'est au moins la gendarmerie qui n'a pas, qui a encore un peu de crédibilité dans cette histoire-là. Parce que, avec le dossier Jean-Pierre Amouk-Bellinga, on ne peut plus faire confiance à notre police. Le commissaire Eko, c'est un commissaire divisionnaire. C'est lui le directeur de la DGRE. Ou bien l'ex-directeur de la DGRE. Comment vous voulez comprendre que cet homme, aussi haut gradé avec tous les avantages qu'il pouvait avoir, puisse décevoir Paul Biya et le peuple camerounais ici? Cet homme pourtant qui, dès qu'il a été arrêté, il a vite demandé « Apportez-moi la Bible, apportez-moi la Bible, apportez-moi la Bible ». Que derrière ses sombres lunettes noires, son visage noir, il n'y avait que le sang noir d'un individu qui n'a aucune lueur d'humanité dans son cœur. Comment peut-il avoir tué aussi sauvagement, laissé assassiner Martinez Zogo, un patron des renseignements? Et c'est ça qui est grave. Avant d'y revenir, donc, pour vous dire que cette enquête qui, selon les intérêts des autres, qui s'en fichent de ce que Paul Biya dit, parce qu'ils savent qu'ils sont des amis de Jean-Pierre Amouk-Bellinga, eh bien, certains ont même peur jusqu'à présent, parfois à l'auditionner, ou même à passer à côté de lui. Parce que Jean-Pierre Amouk-Bellinga, même étant en cellule là-bas, il croit qu'il est toujours le lion que tout le monde doit craindre. Mais il oublie une chose. Avec le temps, on finit par comprendre que on retourne dans le néant. Jean-Pierre Amouk-Bellinga étant même au CED, le voilà qui reçoit
ne serait-ce que la visite du colonel Elanga, qui va lui dire bonjour. Dans le même orgueil, Jean-Pierre Moukbelinga, même posture. Ah bon, hein? C'est maintenant que tu arrives, depuis que je suis ici. Tu n'es pas passé me saluer, pourquoi? Vraiment. Vous oubliez, hein? La terre est ronde, hein? Ça tourne comme ça. Tu as oublié que je te donnais souvent 50... Rien que quand tu venais me voir, n'est-ce pas, je te donnais 50 millions. Maintenant, tu ne viens pas me saluer. Le colonel Elanga fuit. Moukbelinga est en train de dire qu'il va tout déballer devant Paul Biya. Et c'est pour cela que beaucoup sont en train de bloquer cette enquête. Parce qu'ils se disent que Moukbelinga qui les enregistrait, il avait un serveur. Et d'ailleurs, pendant la fouille, ou plutôt la perquisition, on a pu trouver un cahier où Moukbelinga note tout. Tel est venu prendre tel. Tel colonel est venu prendre tel. Et surtout alors toute la police. Toute la police est passée là-bas pour pointer. Moukbelinga écrivait tout. Des millions et des millions. Dans certains éléments très accablants, on se retrouve donc avec un individu qui a mis toute la République dans sa poche par la corruption, par les intimidations. Et aujourd'hui, ils sont obligés d'aller dans la compromission parce que Moukbelinga a dit, malheureusement, mardi, que si on ne sort pas mercredi, ce qui va sortir de ma bouche là, ce sera la bombe. Allez dire ça, le président Paul Biya sera au courant. Ce sera la bombe. On est donc parti aussi dire à Biya. Biya a dit, ok, moi aussi je vais attendre la bombe là. Je vais entendre. On entend donc des révélations de Jean-Pierre Moukbelinga sur ces crimes-là et sur ses relations avec un certain nombre de personnalités de la République, dont tous vous connaissez et dont nous allons traiter chacun au moment opportun. C'est une République brinque-ballante qui aujourd'hui tient tout simplement sur ce que l'on appelle l'immoralité. C'est une république où le crime organisé est devenu la norme. C'est une république où tous les policiers aujourd'hui doivent être suspectés. Parce que derrière le commissaire divisionnaire Maxime Eko, c'est là où la fonction de policier doit d'ailleurs s'interroger, puisque d'ailleurs, ce Maxime Eko, des policiers qui ont été, ou des commissaires radiés pour braquage, vol, assassinat au Cameroun, on retrouve qu'ils traitent avec eux ceux-là qui sont ici dans la diaspora. Ils traitent avec eux. Comment vous voulez donc encore avoir confiance à notre police? Déjà même en route, on appelle des policiers mange-mille. Tout le monde connaît comment est-ce qu'on entre dans l'école de police, il faut démarcher, il faut payer, il faut faire ceci. Comment ils ne peuvent donc pas être compétents pour faire une enquête? Parce que eux tous, aujourd'hui, ont souillé l'uniforme de policier. Vous voyez par exemple le secrétaire général de la police, lorsqu'il a entendu que Jean-Pierre Moukbelinga est arrêté, lui-même a fui pour aller à Boumiabel. Il disait qu'il va aller chercher le remède de tension. Il est parti avec un cortège en écoutant là-bas est-ce que c'est son heure, puisqu'il savait déjà aussi qu'on a pris le patron de la DGRE. Un patron de la DGRE qui passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. Oh là là! Dans une cellule, au milieu des moustiques. C'est très grave ça. Mais c'est aussi ça, la rançon
quand vous avez passé votre temps à oublier que le pouvoir vient du peuple et que le mensonge a des jambes courtes, lorsque vous avez oublié que la justice divine existe, lorsque vous avez cru que vous êtes tellement dans de beaux châteaux sécurisés et que rien ne pouvait vous arriver, c'est comme ça que vous finissez humilié. Qui l'eût imaginé que, par exemple, un Jean-Pierre Amoubelinga, qui, ce qu'il appelait son château, là-bas, en Sam, et oui, qui se retrouve là où il y avait au moins 10 climatiseurs, qui se retrouve maintenant à utiliser sa main comme le ventilateur. Oh yo, oh. Viens m'aider, Bidjan. Aide-moi. Bidjan prend aussi son il fait ça à son patron. Eux tous ils pleurent là-bas. Oui, voilà le ventilateur du 7. Bidjan est devenu ventilateur du 7. Ouais. C'est ça, la fin de la mafia. Et c'est ça, lorsqu'on a confondu, bien sûr, ce qu'on est à ce qu'on rêve. Lorsqu'on a cru qu'on était au-dessus de la loi, et lorsqu'on a cru qu'on était dans une forteresse gardée à jamais, et qu'on allait arriver par un tapis rouge à étudier. Tous ceux qui sont puissants aujourd'hui doivent savoir cela. Comme le disait Beaumarchais, les rois peuvent voir leur château s'écrouler, mais les fourmis auront toujours leur demeure.